C'est la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du Togo et le début de la campagne électorale, un début de campagne sur fond de débat autour d'une nouvelle constitution. L'adoption donc de la nouvelle constitution continue de faire débat et pendant ce temps donc la campagne électorale a débuté donc ce samedi à 0h. Campagne électorale pour les élections législatives et régionales. Des élections dont finalement la date la date retenue est le 29 avril prochain. On espère que ce soit la bonne date parce que cela fait déjà au moins 2 fois que ces élections ont été reporté, mais on en parle sur le plateau, toujours avec les deux invités qui sont avec moi, Sana Sadio Etchou et Marcel Agbessinou. Et je le disais, nous sommes rejoints par Kamal Adjaï. Kamal Adjaï est le maire de la commune de Golfe 3 et surtout il est membre du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Bonsoir Kamal Adjaï. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi avec plaisir. Comment on se sent lorsqu'on est membre du parti au pouvoir Comment on se sent en début de campagne électorale? Humble et prêt à aller à la rencontre de ses concitoyens pour vendre les idéologies de notre parti et surtout gagner les cœurs, montrer encore l'efficacité du travail que nous abattons sous la houlette du président de la République et rafler un maximum de voix. Je sais que vous n'êtes pas candidat. C'est un choix personnel ou cette discipline de parti oblige? Vous n'avez pas, en vous rasant, pensé à être député? Je pense que notre parti comporte beaucoup de gens de valeur et nous avons une discipline qui nous impose à ce que tout le monde soit mis en lumière. Comment vous avez vécu toutes ces périodes, je dirais, d'atermoiement, de changement de date? C'était d'abord le 13 avril, puis c'est passé au 20 avril et finalement ce sera le 29 avril. Ces atermoiements-là, comment vous les avez vécus? Non, vous savez, le processus électoral est un processus dynamique qui fait appel à beaucoup de compétences, beaucoup de préparation. C'est un travail titanesque qu'abat le ministère de l'administration territoriale. Et cela va sans dire aussi que nous sommes dans un environnement où il y a d'autres priorités par moment. Donc je pense que c'est toutes des questions à traiter et à s'assurer que les élections aient lieu à la bonne date, à la date convenable et surtout la date qui pourrait permettre à l'ensemble des citoyens togolais de pouvoir participer à ces élections. D'accord. Sana Sadio Etchou, 29 avril, date retenue pour les élections. La campagne donc a démarré ce 13 avril. Finalement, il faut y croire que les élections vont avoir lieu ce 29 avril. Bon, sauf cas de force majeure, je pense que il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report et tout le monde est déjà en ordre de bataille dans les différents QG. Et il n'y a pas de raison que cette date ne tienne pas. À moins qu'il y ait vraiment un événement, bien une justification dans l'ordre de l'intérêt général, de l'intérêt du pays, qui demande à ce qu'on puisse reporter une énième fois. Marcel Agustino. Mais je peux vous dire qu'à l'orée de 2023, le chef de l'État, qui est d'ailleurs la continuité de l'État, qui est d'ailleurs le grand maître des ordres nationaux, premier magistrat, que je salue de passage, son excellence François Zimnania Singbe, avait dit que l'année 2023 serait une année électorale. Mais tel n'était pas le cas, et tel n'est pas le cas jusqu'à ce jour. De report en report et de consultation en consultation, en passant par nos députés qui ont envahi le terrain tout récemment avec un projet. L'élection a été reportée plusieurs fois et je peux vous dire que c'est 4 fois d'ailleurs et le décret est venu avant-hier entériné maintenant, confirmé le 29 qui est d'ailleurs un lundi et les élèves resteront dans la maison et les fonctionnaires ils auront leur salaire mais c'est chômé payé après. Dans ces circonstances, j'en doute pas trop, mais je mets des réserves. Parce que si on est un chef de l'État, et avec tous les pouvoirs et toutes les prérogatives que je venais de citer si haut, on ne rate pas son discours. Au moins, on peut rater ça mais 2 ou 3 fois,
ça devient quelque chose qui sème de la zizanie au sein de la masse. Raison pour laquelle je dis que j'émets de doutes, mais je peux vous dire que la réponse négative n'est pas de mise quant à ce qui concerne le report, l'énième report. Je peux dire que je peux faire bénéfice de doute et lui accorder, le chef de l'État, un bénéfice de doute que cette fois-ci, les choses sont faites prêtes pour qu'on aille à une élection apaisée, inclusive et transparente, pas de mascarade d'élection. D'accord, on ira au fond de tout cela. Kamal Adjaï, beaucoup ont estimé que ces reports étaient liés au fait que UNIR était un peu frileux parce que d'autres partis qui en 2018 s'étaient abstenus sont dans la course aujourd'hui. Non, pas du tout. Je pense que ça, tout le monde le sait au Togo et que vous, en tant que journaliste en premier, vous le savez mieux que quiconque. Au niveau du parti UNIR, nous avons été toujours prêts pour toute bataille. Et je pense que ma tenue même le témoigne sur un ordre de bataille. Tenue de guerre. Nous sommes prêts à tout moment à aller à l'affront et à rafler un maximum de voix. Nous sommes convaincus du travail que nous faisons, que nous menons encore sous la houlette du président de la République et sur ce plan, nous n'avons pas de crainte. Maintenant, le report, comme vous le dites tout à l'heure, je l'avais rappelé, le report et l'organisation d'une élection fait appel à beaucoup de contraintes, beaucoup de contraintes techniques. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, à l'extrême nord du pays, à l'extrême nord, est en proie à l'insécurité. Comment faire pour que nos concitoyens de la région des Savanes puissent aussi voter en paix? Parce qu'on ne peut pas organiser une élection et puis dire que c'est seulement les autres régions qui voteront et pas les gens de la savane. Voilà un peu peut-être une des contraintes, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de contraintes techniques, il y a des contraintes financières aussi, parce qu'organiser une élection, cela coûte de l'argent. Donc il faut s'assurer que notre pays a l'argent disponible pour pouvoir organiser ces élections en temps et en heure, et sachant toutes les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de santé, cela peut être amené à être repoussé plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire au niveau politique, au niveau de notre grand parti UNIR, nous avons toujours été prêts à aller au combat et nous sommes humblement, en toute humilité, nous sommes confiants de gagner le maximum de voix. Mais ce n'est pas vraiment l'impression que les gens ont, parce que vous l'avez dit qu'une élection, c'est beaucoup de travail en amont. En même temps, une élection, dans le cadre du Togo, ça vient chaque 5 ans. C'est pas un tremblement de terre, c'est pas une surprise non plus. Quand on est allé aux élections en 2018, on savait qu'en 2023, on devait voter. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est le même schéma, mais je vais vous rappeler que quand on était aux élections en 2018, il n'y avait pas de problème sécuritaire au Nord. Le problème sécuritaire au Nord, c'est depuis 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, il y a d'autres contraintes que j'ai rappelées. Nous sommes en pleine crise économique financière mondiale. Beaucoup de pays n'ont pas de ressources. Ce ne sont pas des choses que le Togo avait forcément prévues aussi en 2018. Les calculs étaient peut-être que nous mettons de l'argent de côté pour organiser des élections en 2023, mais il s'avère que par la suite, sur le cheminement, nous avons eu d'autres priorités, comme le terrorisme dans les savanes, qui a besoin de beaucoup de ressources financières. Donc, mécaniquement, on ne peut pas dire que les élections doivent avoir lieu. On sait qu'il y a un calendrier constitutionnel dans lequel nous devons organiser les élections, mais là n'est pas le débat. Il faut que les contraintes techniques soient levées et que techniquement qu'on puisse véritablement aller aux élections. Je vais du coup embrayer sur peut-être une question. Les gens diront que le Parlement, le délai bien sûr. de législature du Parlement actuel c'est achevé depuis. Pareil, c'est une question déjà réglée par la Constitution et justement la Constitution le prévoit. Et c'est pourquoi, en disant que le Parlement actuel reste en place jusqu'à l'élection du nouveau Parlement, c'est parce que la Constitution a anticipé qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir des catastrophes naturelles, il peut y avoir des contraintes qui devraient nécessiter qu'on repousse l'élection à une date ultérieure. Donc nous sommes à minima, je pense qu'on est à 3 mois, 4 mois de report. Il n'y a pas encore le feu et nous, à notre niveau, il faut dissocier la question de l'administration qui organise les élections et la question partisane. Au niveau du parti, nous avons toujours été prêts, nous sommes confiants dans l'arène et nous sommes convaincus que nous allons travailler et obtenir un maximum. Mais quand vous convoquez la question sécuritaire dans le Grand Nord, elle n'est pas encore résorbée jusque-là. Oui, elle n'est pas résorbée, mais il y a des moyens d'atténuation. Il y a des dispositifs à mettre en place pour sécuriser, en tout cas nos concitoyens du Grand Nord, et leur permettre de voter comme nous qui habitons peut-être à Lomé ou dans d'autres régions du pays.
elle n'est pas résorbée, elle ne peut pas être résorbée assez rapidement parce que cela appelle à beaucoup d'autres moyens qui sont hors de ma compétence, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais les dispositions seront peut-être prises pour que tous nos concitoyens puissent sereinement voter. Et cela peut être une des raisons du report de cette élection. Zala, vous avez compris tous ces arguments sécuritaires, budgétaires, entre autres, qui justifient ces reports? Oui, et je peux rajouter aussi un argument technique de taille, et qui est celui de l'audit du fichier électoral. Ouais. Assainir. Et donc vous voyez, tous ces éléments-là ont fait qu'il fallait à un moment donné fixer une date qui tienne compte de toutes ces contraintes-là. Parce que c'est un scrutin vraiment capital, et d'autant plus que nous avons une loi qui est dans le PEP, qui risque de changer la configuration du paysage et de notre système politique. Il faut suffisamment de temps pour que tout ça là soit bien organisé et qu'il y ait une certaine cohérence. C'est ce qui fait dire aussi à d'autres que finalement c'est UNIR qui impose le tempo, son calendrier. Il se lance au moment où il a la maîtrise de tout. Je ne pense pas. Est-ce que tous ces arguments-là qui sont cités viennent d'un parti politique ou bien viennent des contraintes de la République? C'est UNIR qui dirige le pays. Je dis, on peut diriger le pays, mais certains... Est-ce que c'est UNIR qui a décidé de la contrainte sécuritaire? Est-ce que c'est UNIR qui a décidé de la contrainte financière? Est-ce que c'est UNIR qui a décidé que des événements non prévisibles viennent embrouiller les calculs budgétaires? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas entrer tout de suite dans des considérations partisanes. Ce sont des contraintes qui n'ont pas été prévues et qui se s'imposent, avec lesquelles il faut faire. Et donc moi je ne pense pas que ce soit le fait d'un parti politique qui justifie les reports successifs deux fois de ces élections. Kamala Djaï. Je voudrais réagir tout à l'heure par rapport à votre interrogation, parce que étant militant du parti UNIR, qui est profondément républicain, je pense qu'il y a certains amalgames que nous devons lever. Nous ne sommes pas dans un système parti-État. Vous verrez bien, vous le savez, au Togo, il y a une multitude de partis politiques. Ouais. Il faut savoir distinguer ce que c'est que le parti UNIR, qui est un parti comme tous les autres partis politiques, notamment l'ANC, l'UFC, le CAR, ADI, tout ce que vous voulez. Nous avons notre organisation, ils ont le leur, nous sommes sur un terrain politique et chacun essaye de séduire la population au mieux qu'il peut. Bien entendu, à travers son militantisme, son travail et ce que nous apportons au bénéfice des Togolais. Et il faut distinguer l'administration. L'administration, elle est générale, elle est pour tout le monde. Moi, en tant que maire, je suis sur votre plateau ce soir, je suis là en tant que militant du parti UNIR, je ne suis pas là en tant que maire. Cette tenue que je porte ici, je ne la porterai pas dans ma mairie. Parce qu'à la mairie, je représente tous les résidents de la commune du Golfe 3. Et une fois que là, on est à la veille de lancement de campagne, je suis en tant que militant en train de battre campagne pour mon parti. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention sur ces amalgames. Oui, mais en même temps, ce que vous appelez amalgame, est-ce qu'on peut les éluder aussi facilement comme ça quand on sait que on est dans un pays, on a un parti qui dirige, en tout cas au Parlement, c'est le parti qui domine. Et de surcroît, le président de la République est président d'un parti politique. Il n'a pas démissionné de la tête de son parti. Mais ce n'est pas notre faute si les Togolais nous font confiance. C'est parce que nous apportons quelque chose aux Togolais. Oui. Et ça, j'encourage tous les autres partis politiques, notamment... Oui, du coup, sauf vrai que les gens disent également que tout cela, c'est un calcul pensé au niveau du parti, et qui s'impose à l'agenda républicain. On ne peut pas accepter que cela se dise parce que les partis politiques sont traités à même titre et nous avons des institutions qui fonctionnent bien, qui régissent la vie des partis politiques. Maintenant, si nous avons pu séduire les Togolais depuis bon nombre d'années, qui nous font confiance et que nous apportons de la positivité, de l'amélioration dans leur vie, là, on ne peut rien dire. Nous sommes aux affaires parce que les Togolais croient en ce que nous faisons. Les Togolais croient en l'action du chef de l'État. Et c'est pour ça que nous sommes aux affaires. Donc nous invitons aussi les autres partis politiques à faire de même. Et comme nous sommes dans l'arène politique, que le meilleur gagne. Et c'est pour ça que nous sommes là. Marcel Agoussinou, une réaction concernant les reports qu'on a eus, les arguments évoqués. Et je peux vous dire que peut-être mon co-débatteur que je respecte avec presque tous les privilèges, qui est un jeune maire, il a oublié certains aspects
du report, ou bien des reports. Et le 25-26 février dernier, 2024, son grand parti uni, Union pour la République, avait organisé un congrès statutaire à Kara. J'y étais. Voilà. Et ce congrès, normalement, ça coïncide avec une date de l'élection. Normalement, si n'eût été le report, ce congrès n'aurait jamais été lieu. On a programmé une date. Et après, le grand parti n'a jamais fait son congrès, le deuxième congrès statutaire, après celui de Thiévier. Et nous sommes presque à l'orée des campagnes, à l'ouverture des campagnes, et voilà qu'on a fait marche arrière, on n'a pas fait le congrès, il faut ajuster les choses, et on a convoqué les militants à Kara, sous l'auspice du chef de l'État. Et après ça, moi je vais prendre seulement 2 reports. Et après la dernière en date, ou bien le dernier report, c'est celui du 13 avril. Normalement, les élections devront avoir lieu le 13 avril dernier. Mais étant préoccupé par un régime parlementaire que nous... On va revenir sur l'aspect de la Constitution tout à l'heure. Pour planter le décor, donc on a été pressé par ce régime parlementaire que bon nombre de nos députés ne maîtrisent pas. Il y a certains députés qui se retrouvent dans la commission des lois, mais on connaît leur niveau. Et voilà, c'est eux qui défendent à tort ou à raison ce régime parlementaire. Avec ce régime parlementaire, il faut vendre les mérites de ce régime, raison pour laquelle on a fait de report pour permettre aux députés d'aller consulter la base. Lui qui était ce régime parlementaire, peut-être les résultats globaux de ces 2 élections couplées et les législatives et les régionales, on devait se situer à l'heure où nous parlons. Mais dans un régime sérieux, dans une nation sérieuse, ces choses-là, ça fait que nos enfants, nos progénitures, ils vont voir qu'il s'agit de quoi? Quel bordel on est en train de vendre aux Togolais? Moi, je m'en tiens pas au chef de l'État et je m'en tiens pas à son équipe. J'en veux pas au chef de l'État et toute son équipe, mais je vois les faits, c'est les faits. Ce qu'on nous avait appris au banc. Est-ce que c'est comme ça on devait gouverner? Est-ce que c'est cette manière on devait faire des reports? Et maintenant les consultations sont terminées. Voilà que le gouvernement, avec un décret à la tête du chef de l'État, a encore donné une nouvelle date. Espérons voir si... En tout cas, c'est le 29 avril qui est arrêté. Ouais. Je pense qu'il est très important de ne pas mélanger la chronologie des événements. Et ça, on est sur un débat public, on parle aux Togolais, c'est important de bien les renseigner. Tout à l'heure, vous avez parlé du congrès statutaire du parti. La vie de notre parti n'a rien à voir avec la vie de la République. Nous étions au congrès de notre parti, la date des élections, cela n'est pas lié. La date des élections n'était pas fixée. Il y avait une date qui sera probablement fixée. Et nous étions au congrès parce que cela cadre avec notre calendrier au niveau de notre parti. Nous avons discuté en interne ce que nous avons discuté. Nous avons revu nos statuts, nous avons revu notre organisation, nous avons revu beaucoup de choses. Et nous nous sommes arrêtés là-dessus. Nous étions prêts à aller aux élections, comme tous les autres partis politiques au Togo. Effectivement. On nous a dit qu'il y a un report. On s'en tient à cela. Ce n'est pas nous qui organisons les élections. Maintenant, vous avez mentionné le deuxième report, qui est lié à un débat autour de la révision constitutionnelle. C'est un calendrier parlementaire. Ça n'a rien à voir avec la vie du parti. Mais vous avez la majorité au Parlement. Et je peux vous dire que tous les militants unis, nous étions tous prêts à aller, nous étions tous dans nos fiefs quand on a appris le report aussi. Ça veut dire que nous n'influençons pas la vie républicaine. Nous tous, nous étions dans nos fiefs la veille pour lancer la campagne le lendemain quand on a appris le report. La vie républicaine est totalement différente de la vie partisane que nous menons au sein de notre grand parti. Mais c'est le grand parti qui est la majorité. Non, ça c'est des procès d'intention. On ne peut pas nous reprocher d'avoir la majorité au Parlement. Nous avons travaillé pour ça. Nous sommes allés séduire les Togolais, nous font confiance. Nous sommes au Parlement. J'invite aussi les autres partis à faire de même. Donc ça, on ne peut pas nous le reprocher. Maintenant, il y a eu un report parce qu'il y a un texte de loi qui est en discussion, qui a été voté. Le chef de l'État a demandé une deuxième réélecture pour pouvoir mieux expliquer aux Togolais.
Un rapport a été édité à cet effet, qui a été remis au chef de l'État. Sur la base de ce rapport, il a convoqué le corps électoral. Et juridiquement, il peut-tu laissez Kamal Adjaï aller au bout de son Il a convoqué le corps électoral pour le 29 avril. Nous irons aux élections le 29 avril. Si demain on nous dit qu'il y a une énième report, on prend acte et puis on évolue. Et vous venez de dire que juridiquement il peut retirer cette loi. Je vais vous rappeler que la proposition de cette loi n'est pas l'initiative du chef de l'État, c'est à l'initiative du Parlement. C'est le Parlement qui a proposé cette loi, et ça a suivi son processus parlementaire pendant plus de 3 mois, jusqu'à l'adoption. Et quand on adopte une loi au Parlement, le chef de l'État a l'obligation de la promulguer. Et nous sommes dans ce schéma. Mais le chef de l'État, je veux vous le rappeler parce que c'est très important de le préciser, dans son ouverture de toujours prendre en considération les aspirations de la population, a demandé une deuxième réélecture afin de s'assurer que la loi est comprise de tous et surtout de recueillir les aspirations, le retour de tout le monde. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc les parlementaires ont pu peut-être se tromper sur certains aspects de la loi. Donc le chef de l'État a voulu qu'on réexplique, que chacun comprenne, afin qu'on soit sûr que nous voulons tous aller dans ce sens. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, je ne maîtrise pas le calendrier de promulgation ou d'adoption. Je sais que c'est déjà adopté, mais je ne maîtrise pas le calendrier de promulgation ou pas, mais certainement c'est des choses qui se feront, puisque tout ça suit un processus républicain bien établi, bien ficelé par la Constitution. Alors, puisque vous touchez au cœur aussi de ce sujet qui forcément va faire partie des questions qui vont vous être posées lorsque vous irez auprès de vos électeurs, enfin auprès des populations pour les séduire, justement la question de la campagne, c'est vrai que les députés, on parle beaucoup de consultation, mais je pense que le bon thème sera information. Ils sont allés informer les populations de ce que le test contient, parce qu'on n'a pas véritablement vu le débat, de discussion, les aspirations qui vont être prises en compte. Aujourd'hui, ce que reprochent les partis politiques, justement à ce nouveau test, c'est l'absence de consultation des partis politiques avant même que tout cela n'ait été introduit, alors qu'on avait un cadre de discussion entre partis politiques. Le cadre de concertation des partis politiques est une chose. Selon l'établissement, l'organisation de la République, quelle est l'instance de discussion des lois? Le Parlement. Oui. Il y a eu discussion, il y a eu consultation, il y a eu information, il y a eu réinformation, il y a eu étude au sein des différentes commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, qu'un parti politique dise nous n'avons pas été consultés, mais je suis désolé, vous n'êtes pas à l'Assemblée, c'est à l'Assemblée que les lois se discutent. Vous voulez qu'on vous informe? Mais là, on parle de constitution, c'est vrai que c'est la loi fondamentale, mais ça touche les 8 millions, les plus de 8 millions de Togolais. Est-ce qu'il n'était pas opportun d'aller quand même d'ouvrir ces consultations aux autres partis politiques avant même son introduction? La République, c'est une organisation, c'est des règles strictes. Les 8 millions de Togolais ont fait confiance à des gens qu'ils ont mis à l'Assemblée nationale pour décider de leur avenir, de légiférer en leur nom. Ces personnes sont habilitées à discuter, à prendre des décisions pour la vie des 8 millions de Togolais. Donc, point. Il n'y a pas de débat autour de ça. Et si ces personnes ont voté, adopté une loi aujourd'hui, elle s'applique de facto aux 8 millions de Togolais. Sinon, si on doit consulter les 8 millions de Togolais, c'est quoi le sens d'organiser des élections législatives et d'avoir des parlementaires? Ça n'a pas de sens. On a des parlementaires parce que c'est eux qui représentent la population au sein de l'hémicycle. Et ils sont habilités, aptes à prendre des décisions au nom des 8 millions de Togolais. Donc là est la question. Point. Maintenant, quand on dise que les gens n'ont pas compris, les gens veulent être plus informés, moi je l'entends, je le comprends et c'est légitime. Et c'est pour ça je salue l'initiative du chef de l'État qui a demandé une deuxième révision, une deuxième relecture de la loi et d'aller surtout vers la population, vers la base pour mieux expliquer, pour être sûr que tout le monde a compris et tout le monde surtout mette son input dans ce processus que nous allons adopter. Donc je pense qu'il faut, avant de bien débattre du fond de la question, il faut bien
comprendre et maîtriser les processus d'organisation de l'État. Ouais, justement, moi, je vais rappeler aussi que je ne parle pas en tant que, oui, bien sûr. En tant que responsable politique, en tant que citoyen. Je l'entends bien, Sana Sadio. Vous comprenez ce que disent les partis politiques, en fait, toutes les récriminations. D'ailleurs, ce vendredi et ce samedi, il devait y avoir manifestation. On a l'impression, quand on regarde, la zone a été bouclée, on vote une loi, on vous donne l'impression que tout le monde est d'accord, on ne laisse pas les autres s'exprimer, c'est ce qu'ils disent. Monsieur Samuel, et ceci va aussi à l'endroit des téléspectatrices et téléspectateurs, des gens qui nous suivent. Parlez un peu plus dans le micro pour mieux. Il a dit beaucoup de choses intéressantes, qui sont des choses qui sont inscrites dans notre Constitution. Parce que nous sommes dans une république, et dans une république, c'est la loi qui organise les choses. Et nous parlons ici de la loi fondamentale. Et non seulement nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie représentative qui est consacrée dans notre Constitution par son article 4 qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce soit par ses représentants, les députés, soit par elle-même, par voie de référendum. Et cet article est soutenu par un autre, l'article 51, qui nous dit que le pouvoir législatif délégué est exercé par l'Assemblée nationale. Et donc, quand vous avez des gens qui représentent totalement, entièrement, en toute souveraineté, le peuple, on ne peut pas leur priver de voter des lois. Et c'est peut-être... Je comprends qu'il y a une certaine partie de la classe politique qui ne se trouve pas dans l'Assemblée nationale et dans lequel certains citoyens se retrouvent et qui disent qu'ils n'ont pas été consultés. Mais ils ne peuvent pas être consultés parce qu'ils ont démocratiquement choisi de ne pas y être. Oui, mais Sana Sadio, vous rappelez qu'il y a eu dans ce pays, parce que l'histoire semble être assez têtue, il y a eu la commission Awanana qui avait fait une tournée pour consulter parce qu'on était dans une logique d'écrire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui était si difficile de faire toute la même chose avec les partis politiques avant d'introduire le test? Il ne faut pas confondre deux choses. Il y a une chose, c'est lorsque l'initiative est portée par le gouvernement. Ça suit un cycle. Oui, un cycle avant projet communication. Oui. Il n'y a aucune procédure au sein de l'Assemblée nationale qui demande à ce qu'une communication soit faite, qui demande à ce que des partis politiques soient consultés. C'est ça la loi, hein. Il ne faut pas faire de l'amalgame entre les choses. C'est ça la loi. Il n'y a aucune procédure parlementaire qui oblige à le faire. Maintenant, nous avons nos avis personnels. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi? C'est vrai, on peut donner nos avis, mais disons la loi, le droit d'abord, avant de parler de notre avis. La loi, tout ce qui a été fait jusqu'alors, s'inscrit dans le cadre de la Constitution. C'est légal. C'est légal. Acceptons-le. Légitime, c'est autre chose aussi. Acceptons-le comme ça. Non, ce débat de légitime, d'ailleurs, l'article 146 dit quoi? Que la légalité n'est que dans le cadre de la Constitution. Donc ça, c'est un faux débat de légitimité. Donc, mais malgré cela, le chef de l'État, fidèle à sa gouvernance concertée, s'élève au-dessus de toutes ces considérations. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'aller informer et d'écouter. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu de mots de dire consultation, quoi. Informer et écouter. Informer, expliquer de quoi il s'agit, écouter, recueillir les avis des uns et des autres dans le sens de l'enrichissement. Maintenant, vous me dites que, ou bien des gens disent que d'autres se sont sentis exclus. Mais ces mêmes personnes, quand on les invite au cadre permanent de concertation, mais ils posent des conditions que ce cadre-là ne peut pas résoudre. Mais quand vous avez des acteurs politiques qui disent « moi je vais combattre ça jusqu'à la fin », mais qu'est-ce qu'on attend de lui? Mais donc vous avez donc des gens qui n'étaient pas vraiment sérieux dans leur démarche de demander un dialogue. Maintenant que le dialogue est ouvert, maintenant qu'on reporte un calendrier républicain au nom de ce dialogue qui est demandé tant par ces gens, on ne les voit pas. Mais on peut en conclure que cette demande n'était pas vraiment sincère. D'accord. Marcel Agbessinou, c'est un peu comme si l'histoire était tue. Hein. Vous vous rappelez 2002, boycott, et puis la Constitution a été changée. On a eu boycott en 2018, et puis l'histoire se répète. Mais gardez cette question. C'est la question que je poserai. Non, l'histoire se répète, oui, mais pas dans le même contexte.
je peux vous dire que la réponse affirmative est de mise, que l'histoire se répète, mais pas dans les mêmes conditions. En 2002, au moment où le feu Eyadema se préparait à faire son 3e mandat, et Agbono Kodjo, feu Agbono Kodjo, qui s'en est allé tout récemment, était en exil et il a appelé, il a crié sur le désert que mes amis opposants ne boycottez pas les élections de 2002. Sinon, le général Eyadema va changer la constitution pour se faire représenter au niveau du 3e mandat. Son appel est tombé dans des oreilles sourdes. Mais la suite, tu le sais, je le sais, nous le savons, ils le savent bien. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui. C'est la même chose en 2018. En 2018, le pouvoir n'a pas poussé l'opposition à boycotter les élections législatives après les discussions qui ont émaillé, qui ont eu lieu à la salle Evala, à l'hôtel 2 février. À peu près 2 mois, les présidents de la sous-région faisaient des va-et-vient. L'ex-président Alpha Condé de la Guinée, avec son ministre des PME Tibou Camara, Albert Kandapa du Ghana, avec son mentor Dankwa Akufo-Addo. Et il y a plusieurs délégations très fortes, avec Kassi Bourou et sa commission. Le soir là, le 23 septembre 2018, au moment où on a donné la décision finale du comité de suivi, la 2e rencontre du comité de suivi, après celle de 10 et septembre 2018, la soirée là, l'opposition a eu au moins 5 pour la majorité parlementaire et 5 pour la mouvance présidentielle. Et 3, et maintenant ça donne 8. C'est Kassi Bourou qui avait donné le ton, qui avait communiqué là-dessus. Mais l'opposition, aux grandes dames de la population, au grand étonnement d'ailleurs, Adjamagbo Johnson, qui était la coordinatrice à l'époque de la C14, avait appelé ses pairs à aller prêter serment devant la cour constitutionnelle présidée par Feu Aboudou Assouma. Mais tel n'était pas le cas à la salle de l'hôtel Santa Maria. Oui, l'opposition avait boycotté cette élection. Qu'on revienne aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, quand on prend par exemple les propos d'un ministre, Gilbert Bawara, que je veux rappeler, ces propos d'aujourd'hui sont contraires à ce qu'il disait en 2015 d'ailleurs. Quand on prend tous ces propos, on a l'impression que par rapport à la nouvelle constitution, le vin est tiré, on doit le boire. Vous savez, ce sont des ministres peut-être qui ne disent pas trop de la vérité au chef de l'État et qui font le jeu. Le chef de l'État n'est pas non plus un novice en politique. Mais il a été entouré par des gens. Oui. Tout à l'heure, dans la matinée, hier vendredi, j'ai donné un exemple sur une chaîne, une radio, qu'à l'époque, on nous avait appris, on nous avait informé que c'était comme ça. Le feu Eyadema a pris un tuk-tuk, Tchakpalou, de sa localité, et à la présidence, il voulait boire ça. Mais il a donné à ses ministres de goûter, voir. Alors que Tchakpalou, là, c'est doux, c'est bon, mais Eyadema disait que non, c'est pas. C'est amer. Et les ministres aussi commençaient par dire que c'est très amer. On ne contredit pas le chef. Et voilà que le chef de l'État, le chef de l'État avait dit de ramener encore la chose. Et on a ramené la même chose et dit que c'est doux. Beaucoup de temps, c'est mais je voulais faire un petit commentaire. Oui, pour conclure mon analyse, tout à l'heure, mes co-débatteurs ont affirmé avec certitude que l'Assemblée nationale, c'est le centre de débat. C'est vrai. Mais si il s'agit d'une révision constitutionnelle, l'Assemblée nationale a cette compétence pour réviser et sans en informer son mandat. Sans ça, en informer son mandat. Dans ce cas précis, au moment où on parle du régime parlementaire, on veut renverser tout le régime, on veut renverser toute la constitution. Il faut demander maintenant l'avis du mandat. Par référendum. Kamal Adjaï. Justement, c'est là cadre avec les 2 précisions que je voulais faire, parce que vous avez dit tout à l'heure, en 2015, le ministre Bawara a dit que le mandat semi-parlementaire ne marche pas et qu'aujourd'hui, il défend ça à bec et ongle. Je voudrais vous dire que dans l'esprit de ce qui est proposé, aucun pays n'est statique. Les pays évoluent avec l'air du temps. Le ministre Bawara peut avoir dit il y a 2 mois que cela ne marche pas, mais les profondes mutations que le monde a apportées aujourd'hui en 2024 veuillent peut-être qu'on aille vers là.
il se passe tellement de choses dans notre sous-région, en Afrique, que personne n'imaginait il y a quelques années. Donc il faut s'adapter à l'ère du temps et proposer des choses qui peuvent permettre au pays d'être résilient, d'être fort en cas de choc. Et c'est là tout l'intérêt de cette proposition, de cette nouvelle constitution. Mais là, vous avez parlé aussi du référendum, qu'on aurait pu organiser un référendum. Bon, c'est un débat à avoir. Les mêmes personnes qui disent qu'il faut que l'Assemblée nationale qui est en place est illégitime parce que son mandat a expiré et tout ça, veulent qu'on organise un référendum. Est-ce qu'ils savent ce que coûte un référendum? Est-ce qu'ils savent tout le travail technique préalable qu'il faut mettre en place pour un référendum? Un référendum, c'est comme une élection présidentielle ou élection. C'est la loi qui l'évoque. Cela coûte de l'argent. Cela demande beaucoup d'efforts techniques aussi. Et cela se prépare depuis des années. Si pour des raisons, des contextes techniques, nous avons dû décaler plusieurs fois l'organisation de l'élection législative, pensez-vous qu'on peut organiser un référendum dans un bref délai? Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut... Je rappelle que c'est prévu par la Constitution. Il dit c'est... d'ailleurs que le mandat présidentiel ne peut pas être modifié, sauf par référendum. Article 59. Et le régime également politique. La Constitution le dit. La Constitution prévoit des dispositions par lesquelles on peut modifier, l'Assemblée peut modifier, peut réviser. C'est la modification. L'article touchant la durée du mandat et le régime politique, ce n'est que par référendum. C'est ce que dit l'actuelle Constitution. Là, il n'est pas question de toucher. On ne touche pas la durée du mandat. Oui, moi je comprends. Là, on change, on bouleverse tout le régime. Ah oui. Alors que la Constitution l'avait dit également. Mais j'aimerais quand même on a plus beaucoup de temps. Disant ça, voudrait dire que le président n'a pas le pouvoir. C'est un coup d'état constitutionnel. J'aimerais qu'on revienne quand même sur la campagne. C'est un coup d'état constitutionnel qui a commencé, la campagne électorale. Au niveau de l'Union, parce qu'aujourd'hui, on le dit tout cela, mais les Togolais, ce qui les préoccupe, on les connaît, c'est les questions sociales, c'est les questions d'électricité, c'est ces questions-là. Quels sont les arguments forts de votre parti aujourd'hui, les arguments que vous irez vendre? Complètement. Vous savez, l'objectif de tout ce que nous faisons en matière d'avancée démocratique, même de politique ou dialogue politique, échange, constitution et autres, quel est l'objectif final? C'est le développement humain. C'est que vous et moi puissions manger chez nous quand on est malade, qu'on puisse se soigner, qu'on puisse envoyer nos enfants à l'école et qu'on puisse s'épanouir dans notre pays. Mais le préalable à tout cela, c'est qu'il y ait la stabilité. Et la stabilité doit être défendue par des règles solides en matière de constitution, de loi. Et c'est pour ça qu'il est clair que nous devons ensemble toujours nous entendre pour pouvoir faire avancer le pays. Nous, au niveau du Parti Unir, vous savez qu'on est un parti très bien structuré et organisé. Nous n'attendons pas les dernières minutes pour se lancer à tout va dans des campagnes. Nous avons des stratégies. Nous savons comment nous allons au contact des Togolais pour leur vendre notre projet de société et ce que nous comptons faire pour eux. Maintenant, peut-être la plus belle chose, le plus beau atout que nous ayons, c'est que nous prouvons tous les jours que nous en sommes capables. Et les Togolais le constatent, le voient eux-mêmes. Donc, je pense que... Quand vous dites ça, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire, vous pensez que tous les jours, Unir apporte un mieux-être aux Togolais? Mais complètement. C'est pas la vie que les gens expriment. C'est facile de critiquer, mais faire est une autre chose. Et quand vous voyez toutes les avancées que le Togo a fait sur tant de plans, plan infrastructure, plan santé, plan équipement, plan diplomatique, sous la houlette du chef de l'État, je pense que cela est salutaire. Maintenant, que l'opposition dise que, ou des sympathisants de l'opposition, que je respecte d'ailleurs, disent que nous n'avons rien fait, je l'entends, je le respecte, je le comprends. C'est normal. Ils sont dans leur rôle d'opposition. Mais je pense que pour la majorité des Togolais qui nous font confiance au quotidien, ce n'est pas leur avis. Et les élections successives qui passent démontrent combien de fois les Togolais adhèrent à notre politique au sein de la famille Unir. Et surtout font confiance à la politique du chef de l'État. Donc pour vous dire que nous sommes prêts, nous avons nos stratégies, nous sommes organisés, nous sommes sur le terrain dès demain et nous saurons parler aux Togolais en toute humilité pour qu'ils nous fassent confiance. Zana Sadio, on a la campagne, c'est pour les élections législatives et régionales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous regardez un peu, j'ai envie de dire, le microcosme sociopolitique, que ça va passionner cette campagne? Ça va passionner les Togolais et ça passionne parce que lorsque vous voyez toute la panoplie de candidatures qui s'annoncent,
ben, vous voyez qu'il y a de l'engouement pour la chose. Mais j'aimerais rebondir sur un élément très important sur lequel je veux rebondir. Mais vraiment assez rapidement. Oui, parce que vous avez parlé de référendum qu'il fallait consulter. Parce que ce n'est pas ce que l'article 144 de la Constitution nous dit. L'article 144 nous dit d'abord que c'est seule la forme républicaine, c'est-à-dire on ne va jamais changer la République togolaise en une monarchie, et la forme laïque. Le Togo ne deviendra jamais une république religieuse, musulmane, chrétienne. Non, c'est ça les limites. Maintenant, l'article 59. Laissez-moi terminer. Maintenant, à l'intérieur de cet article, il dit quoi? Le seuil de recevabilité d'une initiative de loi portée par la CEDEAO, 1/5 des députés, dans ce cas, ils étaient 21. C'est largement atteint. Et ce même article qui pose ces limites nous dit que quoi? C'est quand, c'est à défaut des 4/5 des députés qu'on va au référendum. Ça veut dire que ce que vous défendez, le législateur, le constituant lui-même dit que il considère qu'une loi adoptée à 4/5 des députés a valeur référendaire. Les deux sont dans le même alinéa. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. C'est à défaut. C'est qu'on n'a pas le temps pour le départ. C'est à défaut des 4/5 là. C'est qu'on parle, tout cela est en lien avec la révision constitutionnelle. C'est la révision. Est-ce le cas d'espèce? Monsieur, on dit que quand l'article qui parle de révision nous dit que c'est seule la forme. Donc on ne va pas inventer. La Constitution est muette sur le changement de constitution. Il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas. En même temps, on parle de révision, l'article changement, etc. Mais c'est un débat qui cristallise. Maintenant, pourquoi ça va être passionnant? Revenons dans le fond de la campagne. Voilà, c'est ça, je dis. Pourquoi ça va être passionnant? J'en viens maintenant. C'est de dire que ceux qui ne veulent pas de cette constitution, c'est l'occasion pour eux d'aller mouiller le maillot sur le terrain. Comme le disait Jerry Tama. Voilà, parce que pour changer, il faut qu'ils aient la majorité qualifiée. Mais moi, je doute fort qu'ils aient changé. Parce que celui qui gagne, il aura le pouvoir. Ce n'est pas évident qu'ils vont gagner puis ils vont changer cette constitution si elle vient être promulguée. Moi, j'en suis sûr. Et je peux faire le pari avec eux-mêmes. Justement, vous savez, je peux faire le pari avec eux. C'est là où moi, ce débat me sidère un peu. Si le mot, excusez-moi si le mot est trop fort, parce que je me dis, mais une famille politique, une formation politique doit avoir confiance en elle-même pour séduire la population. On dirait qu'ils vont perdre. Et si vous êtes parlementaire à l'Assemblée, de facto, c'est vous qui gouvernez le pays. Et c'est déjà arrivé à 94 dans ce pays. Ce que les gens craignent, c'est la transparence aussi des élections. Les élections sont transparentes au Togo. Mais c'est pas ce que dit l'opposition. Ça devient... Non, ça, c'est un jeu d'opposition. Vous le savez bien. On est habitué. Quand est-ce que je vais prendre la parole? C'est une même routine. Marcel, il me reste 4 minutes, allez-y. Vous savez, rapidement. Le régime parlementaire, c'est un régime à deux têtes. Je vais terminer rapidement. Sur la campagne. La campagne. On est aujourd'hui, maintenant. la campagne est lancée. Vous pensez que les Togolais aujourd'hui vont se passionner? Est-ce qu'ils ont la tête pour la campagne aujourd'hui? Vous savez, le RPT, le régime uni, on n'a pas de RPT. Le ministre avait dit ça sur une antenne la fois dernière. Le régime, le pouvoir en place, a déjà fait de propagande de la bonne campagne à l'opposition. Seulement, c'est-à-dire qu'avec cette loi constitutionnelle, la révision constitutionnelle, ce n'est pas la révision, c'est la réécriture d'une nouvelle constitution parlementaire qu'on est en train de vendre ses mérites à travers les chefs traditionnels qui se sont regroupés dans des chefs-lieux de nos préfectures. Moi, je croyais qu'on allait de hameau en hameau, mais tel n'était pas le cas. Et soudainement, presque tous les Togolais se sont intéressés de cette constitution. Que tiens ça, on va changer, que personne ne vienne, que personne ne que personne ne deviendra plus président de la République. Effectivement, l'opposition a déjà quelque chose, langage de campagne. Vous pensez que c'est logique qu'on cristallise la campagne autour de cette question? Non, ça, j'en viens, parce que d'abord, la voirie mauvaise, tout ça là, on crie chaque jour que... Ça, c'est pas le rôle des députés non plus. Non, ce n'est pas les députés, c'est l'opposition. L'opposition dans sa logique, au moins de convaincre l'électorat. En politique, c'est vaincre sans avoir raison parfois. Et vous le savez, je le sais, que maintenant, les élections présidentielles, c'est à l'horizon, à moins d'un an. Les élections locales, à moins d'un an. Donc, cette opposition peut être divisée sous le topic. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au moins se souder et
donner des vraies informations concernant la révision en cours et donner des informations concernant l'élection présidentielle à l'horizon et l'autre élection. Seulement que il faut qu'il y ait la transparence. Oui, si nous voyons la signature, la CENI, que ce soit la CENI et les CELI et les magistrats qui vont au moins... Oui, ça a toujours été la configuration. On ne va pas revenir sur ça, Kamal Adjaï. Tous les partis politiques sont représentés dans toutes les instances. Alors, Kamal Adjaï, transparente, vous l'assurez, passionnante également, ces campagnes. Absolument. Passionnante parce que je pense que nous sommes motivés à bloc pour faire notre travail sur le terrain. Et j'ose croire que c'est le cas des familles politiques, enfin des partis de l'opposition aussi. Transparente, on peut revenir là-dessus parce que dans les bureaux de vote, chaque parti d'opposition ou chaque famille politique est représentée dans les bureaux de vote. Le bulletin, vous l'avez vu comment c'est configuré. Donc moi je ne sais pas comment ça ne peut pas être transparent. Vous voyez, aujourd'hui, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller convaincre les Togolais de voter pour soi. Et l'opportunité est donnée. Si vous estimez que vous avez vous avez langue avec les Togolais et que les Togolais vous font confiance, c'est l'occasion d'aller au Parlement et de diriger le pays. Si vous n'avez pas confiance en votre capacité de gagner une élection, je suis désolé. Nous sommes là, nous savons parler aux Togolais. Mais vous savez, les Landerneaux... sécurisé surtout. Oui, il y a la force de sécurisation des élections qui est prête pour cela. Donc, sur ce plan, moi, je ne pense pas qu'il y a un grand souci, mais je pense que c'est la maturité aussi des Togolais. Les Togolais ne sont pas des dupes, ils savent comprendre les enjeux qui se posent à eux. Et je crois que tout parti politique sérieux, qui est vraiment dans une logique républicaine, c'est deux choses. Soit je fais tout pour gagner les élections, soit cette nouvelle constitution, si elle vient être promulguée, ça me plaît, je la garde, soit j'ai la majorité et je la change. C'est tout simple. C'est tout simple. On n'a pas besoin d'aller à gauche à droite. Les choses sont très simples. C'est très simple. Marcel Boule de réagir même. C'est exactement ça. C'est difficile à comprendre. Vous l'apprenez. C'est comme si vous ignorez l'histoire du Togo. Vous brandissez la majorité comme si une aubaine. On vote et le soir, on proclame une autre personne. Et on n'a même pas proclamé certains résultats, mais on encercle les maisons des opposants sont encerclées. Je pense que ça, mais ça c'est toujours la même personne. Ça, ce sont des débats. C'est le même marteau qui frappe, mais ils vont raccourcir seulement la manche. Mais tout ça ne dit pas un pays sérieux et qui se... C'est le même marteau qui frappe, on raccourcit seulement la manche. Dans cette émission. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi. Merci beaucoup.